Nous nous intéressons au grand débat national. Les réunions locales, c'est terminé depuis vendredi. Et maintenant, que va-t-il se passer? On tente de répondre à cette question juste après le générique. Des dizaines de rencontres et de débats, des contributions récoltées sur Internet, des cahiers de doléances remplis dans les mairies. Après 2 mois d'échanges, le grand débat s'est achevé cette semaine. Comment s'est-il déroulé en Limousin? Quelles ont été les demandes des participants? Et surtout, que va-t-il se passer maintenant? Comment vont être traitées toutes ces contributions et surtout pour quels résultats? Nous allons tenter de répondre à ces questions ce matin avec 4 invités. Sophie Baudouin-Hubière, bonjour. Bonjour. Vous êtes députée La République En Marche de la Haute-Vienne. Vous avez participé à un certain nombre de ces débats, à Limoges notamment. Guillaume Péjoine, bonjour. Bonjour. Vous travaillez dans les travaux publics. Vous avez été référent Gilets jaunes pour la Corrèze où vous participez au mouvement depuis le début. Vous nous direz si vous croyez en ce grand débat. Olivier Morel, bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire général de la préfecture de la Creuse et donc référent du grand débat sur votre département. Vous nous expliquerez ce qui est prévu maintenant. Enfin, Thierry Musette, bonjour. Bonjour. Vous êtes maire de Sainte-Anne-Saint-Priest en Haute-Vienne, petite commune de 165 habitants, Oui. proche d'Émoutier. Vous avez l'habitude de vous battre pour cette commune et c'est pas toujours simple. On en reparlera dans cette émission. Avant d'entamer la discussion, je vous propose de revenir justement sur ces 2 mois de grand débat en Limousin. Combien de réunions? Dans quel lieu? Avec quel public? France 3 a tourné de nombreux reportages sur ce sujet. État des lieux avec le commentaire de Jérôme Pipreau. Depuis le 15 janvier, les maires des communes, petites ou grandes, se sont mis au diapason. Chaque citoyen pouvait coucher sur les cahiers de doléances ce qu'il souhaitait voir mis en œuvre ou changé en France pour améliorer le quotidien des habitants et du pays. En Haute-Vienne, par exemple, 93 municipalités ont joué le jeu. Puis de l'écrit, on est passé à l'oral. Le grand débat voulu par Emmanuel Macron a semé ses petits à l'échelon local, au sein d'une association, d'un quartier, avec des parlementaires, des élus, dans un théâtre, en ville ou à la campagne, avec ou sans gilets jaunes. Au 12 mars, en Haute-Vienne, 50 réunions ont été organisées avec 20 à 100 personnes dans la salle. En Creuse, 27 réunions officielles ont été enregistrées par la préfecture. Ce fut par exemple le cas à Jarnage. Enfin, en Corrèze, 35 débats ont eu lieu. Le 12 février, le ministre de l'écologie, François de Rugy, en déplacement à Limousin, s'était invité par surprise à Chamberay à une réunion. Le 19, la discussion s'est déroulée, chose inédite, à la maison d'arrêt de Tulle où les détenus, eux aussi, ont eu le droit à la parole. Reste maintenant à savoir si ce grand débat va faire avancer le débat. Tout le débat est là. Alors Sophie Baudouin-Hubière, vous avez participé à plusieurs de ces débats. Ça a été le cas de vos collègues aussi, Jean-Baptiste Djebari, Christophe Géretti, Marie-Ange Magnier et d'autres. Cette semaine, il y a eu un sondage Elab réalisé auprès de 1005 personnes pour BFM TV qui dit que 7 Français sur 10 pensent que ce grand débat ne permettra pas de sortir de la crise. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à ces Français qui n'y croient pas ? Moi, je dis déjà que ça a montré le réflexe démocratique qui existe dans notre pays et la capacité des citoyens de se mobiliser et de proposer, de sortir du fatalisme dans lequel on pensait que nous nous étions tous englués. Donc déjà, c'est une première avancée et on voit d'ailleurs que nous avons tous des demandes pour que ce grand débat se prolonge après cette date du 15 mars qui est passée. Donc déjà, c'est une bonne chose, c'est que chacun se réapproprie la démocratie dans notre pays. Vous, ça vous a surpris? Il y a des demandes, des réflexions, des propositions qui vous ont surpris pendant les débats auxquels vous avez participé? Je crois que ma plus grosse surprise, c'est chaque fois qu'on me propose une nouvelle taxe. Parce que c'est une chose à laquelle je ne m'attendais pas. Et notamment, je crois que sur un débat à Limoges, quand on m'a expliqué que pourquoi pas une taxe sur l'écologie, pour condition et à seule condition qu'elle soit bien fléchée pour financer la transition écologique. Parce que je crois que c'est ça. Mais finalement, ce qui a été dit, c'est que les gens n'étaient pas opposés à payer des impôts et des taxes. En revanche, ce qu'ils attendent, c'est une énorme transparence et de comprendre ce qu'ils financent, ce à quoi servent leurs impôts et les taxes qu'ils payent. Guillaume Péjoine, des Gilets jaunes ont organisé eux-mêmes des débats en Corrèze. Ça a été le cas notamment à Seillac en février. Est-ce que vous avez participé à des débats ou pas? Oui, j'ai participé à pas mal de débats locaux. C'est des débats locaux, c'est pas du national. Donc, vous en avez pensé quoi? C'est très répétitif en fait. En fait, le débat en lui-même, on a l'impression que ça devient un formatage. Parce que chaque débat, c'est chaque fois la même chose qui ressort, c'est l'écologie, mais on parle quand même
pas de pouvoir d'achat, on parle quand même pas de rémunération salariale, on parle pas d'augmentation pour les retraites, on parle pas de CSG, on parle de tout, sauf de la base essentielle. Donc les débats sont intéressants, oui, pour pas mal de choses localement, mais en national, je ne pense pas que ça fasse grand-chose. On a plus de 36 000 maires en France. On a donc plus de 36 000 cahiers de condoléances. Vous croyez que M. Macron et son gouvernement vont éplucher nos cahiers? Moi, j'y crois pas trop, quoi. Maintenant, nous, Gilets jaunes, on reste notre position. On est toujours en mouvement par rapport à toutes nos revendications que vous connaissez. Est-ce que le fait qu'il y ait un grand débat, ça a démobilisé certains chez vous? Oui, il faut dire que M. Macron a joué une belle carte, puisque oui, les gens ont repris le doute. Et c'est pas un doute de ce que va résulter ce débat. C'est un doute dans l'espoir. Les gens ont encore cette espérance que le gouvernement est en attente de ce qu'on veut nous. Mais je pense que c'est une mascarade niveau européen, puisque M. Macron prépare certainement son parcours européen par ces débats. Les élections de mai prochain. Tout à fait. Et je pense qu'au résultat, le mouvement va se amplifier, parce que je ne crois pas qu'il sorte grand-chose. Déjà, les solutions, je ne pense pas qu'il les ait tout de suite, quoi. Donc voilà. Alors, on va avoir une carte qui a été publiée cette semaine dans le Parisien sur le degré de mobilisation dans ce grand débat par département. On voit que le nombre de contributions en ligne est parmi les plus forts en Creuse. 6 à 8 contributions pour 1000 habitants. Je me tourne vers vous, Olivier Morel. C'est un succès pour vous? Ça veut dire que ça a fonctionné? Alors, je dirais que c'est quelque chose qui vient témoigner de l'engouement des Français pour ce grand débat. Au départ, ce qu'on a remarqué en Creuse, c'est beaucoup de méfiance, de défiance même. Voilà, beaucoup de défiance. On demandait à voir, et au fur et à mesure, on a vu évoluer les opinions des uns et des autres. Pour vous donner un ordre d'idée sur le départ de la période, nous étions en dernière position. On se l'a disputé avec la Corse. Au niveau national. Au niveau national. Donc le démarrage a été très lent. Le démarrage a été très lent. En revanche, nous avions eu une belle dynamique sur les cahiers. On appelle ça, nous, plutôt des cahiers citoyens, puisqu'on avait à peu près 71 communes, 71% des communes qui en ont ouvert, avec de très très belles et très intéressantes contributions. Et puis après, les débats ont commencé à partir. La CPME en a fait un. Il y a eu vraiment un engouement. La préfète, dernièrement, a été en faire un à la maison d'arrêt de Guéret. Et on voit aujourd'hui que finalement, en termes de nombre de contributions par millier d'habitants, on est en première position sur l'ex-région Limousin, même si nos collègues du 87 et du 19 ont fait des bons scores. Donc je crois que tout ça, c'est à l'image de l'opinion des Français au niveau national. On demande à voir. Aujourd'hui, on veut bien avoir de l'espoir, mais il faut que les actes suivent. Oui. Et au fur et à mesure, il y a eu cet espoir qui est né à juste titre. Je pense que c'est à juste titre. Et aujourd'hui, on a atteint pratiquement un point haut. Il reste maintenant à analyser tout ça et à voir quelle suite nous allons donner. Bon, on va en parler. Thierry Musette, je rappelle que vous êtes maire de Sainte-Anne-Saint-Priest. C'est en Haute-Vienne, une petite commune où les habitants se sont notamment mobilisés. On se rappelle il y a quelques mois pour avoir le haut débit, des problèmes très concrets. Est-ce que vous, par exemple, vous aviez des cahiers de doléances ou des cahiers citoyens dans votre mairie? Non, pas du tout. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que, d'abord, premièrement, je n'ai pas besoin de faire des cahiers de doléances parce que c'est une commune de 165 habitants. Les doléances, je les ai tous les jours. Je les connais par cœur, même si je suis un jeune élu, puisque j'ai été élu pour la première fois en 2014, lors des élections municipales. Mais bon, on a vite fait le tour de la commune en une année, je veux dire. On voit tout le monde. C'est vraiment un lieu de rendez-vous, un lieu de rencontre, la mairie. D'autant qu'on a en plus un comité des fêtes pour une commune comme la nôtre, de 165 habitants. Donc vous les faites remonter d'une autre façon, ces demandes-là, finalement? Voilà. Et nous avons un adjoint à moi à participer notamment au débat avec Madame la députée à Saint-Léonard-de-Noblin. Donc on a eu des échos sur ce qui s'est fait, ce qui s'est dit lors de ces débats. Bon, sur le fond, j'ai quand même du mal, même encore aujourd'hui, à rentrer dans ce faux semblant de démocratie. Pour moi, le grand débat qui a eu lieu aujourd'hui, ça a été cadré, d'abord, au départ.
On a dit, voilà, on ne parlera que d'un certain nombre de thèmes. Quatre thèmes. Voilà. Il était hors de question... Il était hors de question qu'on parle notamment de ce que je suis complètement d'accord avec mon pouvoir d'achat, par exemple. Du pouvoir d'achat, de la CSG. Ça, c'est faux. Moi, je m'inscris en faux. Laissez-moi terminer. On va laisser finir M. Musette, puis vous répondez. C'est vrai qu'après, les gens dans les réunions ont le droit de dire. Mais bon, le cadre a été donné dès le début, quand même. Ça, vous pouvez pas le nier. Et puis, ce que je me dis aujourd'hui, c'est... Par expérience, je suis un militant. Donc, par expérience, je sais que ces grands messes, comme j'ai l'habitude de dire, moi, ou ces grands débats à l'âge, je ne suis pas sûr qu'il en sorte vraiment du concret pour les habitants et le mieux vivre de nos habitants. Donc ça, c'est vraiment une grosse inquiétude que j'ai aujourd'hui. Alors Sophie Baudouin-Ribière, le pouvoir d'achat, il en a été question? C'est une idée fausse? Mais en fait, il y avait les questions que le président avait posées dans sa lettre aux Français. Oui. Ensuite, et moi je vais parler que des débats que j'ai animés, il est clair que moi, je les ai posés sur la table en disant ça peut être une aide, au moins une aide au démarrage du débat. Mais ensuite, toutes les questions que les participants voulaient aborder pouvaient être abordées et en tant qu'organisatrice, je n'étais là que pour noter et ensuite faire un compte-rendu de ce qui était abordé. Donc, les questions qui ont été abordées ont été celles que les participants ont souhaité aborder. Donc moi, quand j'entends dire on n'a pas abordé la CSG, le pouvoir d'achat, c'est certainement que vous êtes allés dans des débats où les personnes présentes n'ont pas souhaité aborder ça, parce que tout était ouvert. Et si on avait envie d'aborder, d'ailleurs, il y a des questions qui sortent et qui n'étaient pas au départ dans les thèmes. Aujourd'hui, on a la santé, l'éducation, qui ont été largement abordées dans les débats. Prises en compte, mais bien évidemment, parce que la question, c'était de lancer cette expression citoyenne et qu'il y a bien un moment où il faut poser une première pierre et poser un premier cadre. Et puis, la démocratie, c'est aussi de tout exprimer et c'est ce qui s'est fait dans ces débats. Alors, Guillaume Péjoine l'évoquait tout à l'heure, Emmanuel Macron était très présent pendant toute cette séquence de grands débats. Il s'est déplacé dans les régions. Les garants du débat ont critiqué parfois des interférences de l'exécutif dans son déroulement, en disant que ça avait pu contribuer à induire un doute sur la neutralité. Est-ce qu'il s'est trop exprimé, Emmanuel Macron? Est-ce qu'il en a fait trop, peut-être? Vous savez, quand il ne s'exprime pas, on lui reproche de ne pas s'exprimer assez. Quand il s'exprime, ça ne va pas. Je crois que depuis de nombreux mois, quoi qu'il fasse, il y aura toujours quelqu'un pour critiquer. Moi, je note que surtout ce qu'il a prouvé et ce qu'il a démontré, c'est que c'était un chef de l'État plus qu'à la hauteur, même un grand homme d'État qui connaît parfaitement ses dossiers, qui est capable d'échanger avec des femmes seules, des mères isolées, avec des jeunes, avec nos aînés, avec des élus, et de répondre à un maximum de questions. Il est très rare qu'il n'ait pas pu répondre. Est-ce que ça pourra infléchir ses choix, premier ? Mais je crois que ça a déjà infléchi. Il n'y a qu'à voir les décisions qui ont été prises au mois de décembre et ce que nous avons voté au mois de décembre. Il y avait des décisions qui avaient été prises et sur lesquelles on est revenu, et notamment l'augmentation de CSG pour les retraités sur laquelle nous sommes revenus. Donc ça a déjà infléchi. Et puis c'est toute la démarche d'Emmanuel Macron d'écouter et ensuite de mettre en musique. Après, ce que j'entends dans ce que disait monsieur, c'est aussi qu'il faut comprendre que le temps législatif, et ça passera pour beaucoup par la loi, c'est un temps qui parfois peut sembler un peu long à nos concitoyens. Alors, Olivier Morel, pour parler très concrètement, donc c'est terminé, on a récolté toutes ces contributions. Elles vont où? Elles sont analysées comment à l'heure actuelle? Alors les contributions sont envoyées dans un organisme avec lequel l'État a passé un marché qui un mélange de chercheurs, de mélange d'intelligence artificielle. Donc l'ensemble des contributions sont numérisées, vont être analysées, et ensuite il va y avoir une répartition des différentes thématiques en plusieurs items, et ensuite on va passer, parce qu'on ne peut pas remplacer l'intelligence humaine par l'intelligence artificielle à 100%, donc après il va y avoir tout un travail d'analyse, de restitution. Je voulais revenir sur votre